En franchissant les grilles du château de Breteuil, vous êtes entré de plein pied dans la grande histoire de France. Le château a 4 siècles, et tout au long de son histoire, il a subi maintes transformations. Les plans du XVIIe siècle nous le montre Claude Mur. Quelque temps avant la Révolution, Claude Stanislas, 4e marquis de Breteuil, le remanie profondément et son fils dessine lui-même les croquis de façade. Il portera une attention particulière au jardin qui l'entoure. Au début du XIXe siècle, le château s'adapte au goût du moment, nous sommes en plein romantisme. Il retrouvera son aspect d'origine sous Napoléon III. C'est sur la partie la plus haute du parc qu'il a été bâti, souvenir stratégique de la forteresse médiévale qui s'élevait ici et dont le colombier est un des derniers témoins. Protégé par les armoiries des Breteuil, à l'épervier d'or sur champ d'azur, savants, artistes, militaires, personnalités religieuses ou politiques vont se succéder. Les 3 derniers rois de l'Ancien Régime auront chacun leur ministre. Louis de Breteuil sous Louis XIV, François-Victor sous Louis XV et le plus célèbre d'entre eux, Louis-Auguste, Premier ministre de Louis XVI, celui qui donnera son nom à la célèbre avenue parisienne. Ce même Louis-Auguste qui sera auprès du roi aux instants dramatiques de l'affaire du collier de la reine, une des causes des futurs bouleversements de notre pays. Monsieur le cardinal, vous allez vous rendre à la Bastille. Ainsi vêtu dans mes habits pontificaux, quel scandale devant toute la cour rassemblée. Monsieur le baron de Breteuil, veuillez vous assurer de la personne du cardinal de Rohan. Oui, sire. Arrêtez, monsieur le cardinal! 1789. La Révolution balaye les institutions et abolit les privilèges. Comme tous les châteaux, celui de Breteuil est menacé. Son propriétaire, Charles, est âgé de 8 ans et orphelin de père. Le château est mis sous séquestre et sera ainsi miraculeusement épargné. 30 ans plus tard, et quelques salons plus loin, Louis XVIII s'entretient avec son Premier ministre, le duc de Cazes, et écoute avec intérêt les conseils éclairés prodigués par le même Charles de Breteuil, nommé préfet et pair de France. Après la guerre de 70, une tranquillité relative s'installe, et pourtant la menace demeure. My dear Breteuil, merci d'avoir permis cette rencontre avec Mr. le Président Gambetta. Nous avons tant de choses à nous dire. C'est Henri de Breteuil, ami du prince de Galles, qui provoque cette rencontre entre Gambetta et le futur roi Édouard VII. L'alliance franco-anglaise est absolument nécessaire. Cette discrète réunion jettera les prémices de la future entente cordiale. Henri de Breteuil, abandonnant un peu plus tard ses responsabilités politiques, peut se consacrer à son château et plus particulièrement à la restauration des jardins et du parc. De grandes fêtes seront données pour leur inauguration au cours de l'été 1900. Aujourd'hui, les 75 hectares du parc sont aménagés pour la promenade. Les châtaigniers tricentenaires veillent sur les allées qui descendent doucement vers les étangs, excitant les imaginations vagabondes. Les contes de Perrault, sortis eux aussi du domaine étrange et merveilleux de la forêt, s'y sont naturellement installés. Les cailloux blancs du Petit Pousset vous mèneront de chemins creux en salle de chasse, à la rencontre de Barbe-Bleue, du Chaboté ou de Peau d'âne, guidés parfois par la voix rassurante des conteuses. Il y en a une qui est très très belle. C'est l'histoire de Peau d'âne. Vous la connaissez? Et si je vous la racontais? Cette histoire, elle commence par « Il était une fois ». Et quand la nuit enveloppe la noble demeure, laissant au prince charmant le doux privilège de réveiller une certaine belle au bois dormant, le château s'endort lui aussi, sous le regard bienveillant d'Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet, la grande dame du château. Elle vous attend quelque part dans les étages et va vous escorter tout au long de votre visite.